Pourquoi disons-nous que beaucoup de personnes issues de l'immigration africaine ont du mal à penser à entrepreneuriat ou à entreprendre sur les sols européens, peut-être même partout dans le monde? Certains constats qui sont peut-être approuvés par certaines études montrent justement que les gens qui sont issus de l'immigration, ça veut dire ceux qui sont venus d'Afrique, ou les enfants qui sont nés sur les sols européens ou américains qui sont issus de l'immigration, ont du mal à exceller dans le milieu de l'entrepreneuriat. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces scénarios, cela, mais dans cette étude, dans cette émission, nous allons analyser quelques facteurs qui pourront nous aider à essayer de passer outre ces mindsets qui encadrent ou qui empêchent les gens issus de l'immigration de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat et considérer que cela appartient à d'autres peuples et non aux Africains qui sont sur le sol européen ou dans les pays développés. Allez, on y va. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Salut, moi c'est Jonas Mayala. Je vais vous rappeler un petit peu la devise ou un petit peu le but de la Géo des Suds. La Géo des Suds est là pour démystifier un petit peu le principe du développement, pousser les pays du Sud, les pays qui sont considérés comme non alignés, et donc les populations du Sud qui se sentent marginalisées, pourtant majoritaires dans le monde, mais qui pensent que pour être développés, le développement est fait pour d'autres peuples, et aller s'accrocher à ce peuple-là nous permet de bénéficier un petit peu de quelques gouttes de développement, alors qu'en réalité, nous avons tout le potentiel pour pouvoir développer les Suds globales, pour pouvoir développer des pays comme le pays de l'Afrique ou les pays de l'Amérique latine et les pays de l'Asie. Voilà, la plupart des pays de l'Asie ou même de l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de revenir un petit peu sur un dossier important. Ces constats qui partent du fait que les gens qui sont venus d'Afrique, donc globalement venus d'Afrique, et surtout l'Afrique subsaharienne, qui arrivent dans les pays du Nord, ont du mal à penser à entrepreneuriat. Pensent que voilà, pour eux, c'est pas fait pour eux, eux ils sont des bons salariés. Et c'est vraiment des forteresses qui battent des records et qui empêchent justement de pouvoir pousser l'intelligence plus loin. Alors dans cette petite analyse ici, allons comprendre tous ensemble ce qui peut nous aider justement à détruire ces mindsets, à déconstruire ces valeurs. Ce ne sont pas des valeurs, c'est juste des faussetés qu'on a dans la tête et voilà. Donc le premier élément à comprendre ici, c'est que l'entrepreneuriat est une affaire de tout le monde. Vraiment, tout le monde est appelé à entreprendre. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, départ, la définition la plus simple, c'est que c'est le fait de créer, de gérer ou de développer quelque chose dans le but de pouvoir résoudre un problème. Voilà, c'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est, voilà, on essaie de gérer quelque chose, on les gère, on développe quelque chose, on crée quelque chose pour pouvoir répondre à un besoin, résoudre un problème. C'est de l'entrepreneuriat. Rien qu'avec cette définition, on comprend que c'est tout le monde qui est concerné. Personne n'est venu sur Terre pour ne pas résoudre un problème. Tout être humain qui est ici sur Terre est venu pour résoudre un problème. Un ou plusieurs problèmes. Ça peut aller d'un grand problème au petit problème. Mais en tout cas, tous, on est nés, on est venu au monde pour pouvoir résoudre un problème. T'es pas venu dans le monde juste pour consommer, non. Pour produire aussi, trouver des solutions. Ici, dans la logique de cette définition, on ne parlait pas tout de suite de gagner de l'argent. Parce qu'il y a certains, quand on parle de l'entrepreneuriat, directement, c'est gagner de l'argent. Non, on dit développer quelque chose, créer quelque chose dans le but de répondre à un besoin. Ce que je suis en train de faire dans cette émission ici, je ne vais pas gagner de l'argent. Je ne suis pas payé pour ça. Et pourtant, je suis en train de faire quelque chose pour pouvoir résoudre un problème. Ces problèmes-là, c'est ces pensées négatives qui jonchent un petit peu le cerveau des sudistes. Révolutionner l'esprit sudiste ici. Et c'est ça le besoin que je cherche à résoudre. Je développe une plateforme, je développe quelque chose pour aller résoudre ce problème-là. C'est un peu différent quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est un peu différent de l'investissement. L'investissement, c'est dans le but de gagner quelque chose, de gagner, mettre en place des ressources. Ça peut être des ressources naturelles, des ressources matérielles ou financières, mais dans le but de pouvoir gagner quelque chose dans le futur proche ou lointain.
Mais l'entrepreneuriat concerne tout le monde. Donc, d'office, tous les gens qui sont issus de l'immigration, que ce soit l'immigration africaine, asiatique, américaine et tout, c'est vraiment le mindset des États-Unis d'Amérique. Tout homme sur Terre, tout être humain est un entrepreneur. Quel que soit le niveau où tu te trouves, tu sois salarié ou pas, il faut toujours te dire que je suis un entrepreneur, d'office. Si j'ai un cerveau, si j'ai vraiment de l'intelligence, eh bien, j'ai des talents qui peuvent me permettre de faire quelque chose pour résoudre le problème des autres. Si nous étions dans un monde des entrepreneurs, tout le monde était entrepreneur, qui allait consommer. Mais justement, un entrepreneur, il a besoin de consommer d'autres biens que lui ne produit pas. C'est ça, en fait. Quand vous êtes entrepreneur, vous produisez du sucre. Vous ne produisez pas du lait. Pour faire votre tasse de thé au lait, eh bien, vous aurez besoin de celui qui a produit du lait. Donc, voilà. Si tout le monde était entrepreneur, la vie serait tout autre sur Terre. Tout autre sur Terre. On serait à la fois employé et entrepreneur. Alors, je vais nous ramener dans un univers où entreprendre est une affaire de tous. Est une affaire de tous. Mais ce qui nous empêche parfois de réfléchir de cette façon, c'est si j'ai cette assurance de vous parler de l'entrepreneuriat sous cet angle-là, parce que moi je tire ça de la Bible, qui est le livre le plus lu au monde. C'est pas un livre scientifique, la Bible. C'est un livre qui est le plus lu au monde. C'est pas quand même un livre qu'on va prendre à la légère, même si certains préfèrent l'écarter. Mais c'est pas pour rien qu'il est lu, que c'est un livre qui est lu le plus lu du monde. Et donc, ces livres nous cachent quand même pas mal de mystères. Je regardais par exemple dans son premier livre d'ailleurs, qui est le livre de Genèse, le chapitre 1er, on voit que voilà, Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui a fait l'univers, c'est un créateur et tout, voilà, c'est un entrepreneur. Et à un certain verset, le verset 26, il a créé l'être humain à son image et selon sa ressemblance, faisant de lui, selon lui. Ça veut dire un entrepreneur, pour pouvoir gérer la terre, pour pouvoir dominer sur toutes les autres espèces de la terre. Et donc, rien que ça nous laisse entendre que nous sommes tous entrepreneurs. Parce que nous sommes issus de l'entrepreneur par excellence, selon ce livre le plus lu au monde. Nous sommes issus de l'entrepreneur par excellence, qui a fait de nous selon son image et selon sa ressemblance. À son image et selon sa ressemblance. Il n'y a aucune raison de penser qu'on ne peut pas entreprendre. On a tous des besoins à résoudre. Regardez, je vais peut-être faire ici un peu la différence entre le travail et l'emploi. Beaucoup de personnes sont employées. Ils n'ont pas de travail. Ils sont employés. Le travail ici, c'est vrai qu'on peut confondre. On parle, il est parti au travail, il est parti travailler et tout. Je vais aller avec vous sur une notion un petit peu beaucoup plus terre à terre. Quand on parle de la production d'un bien ou d'un service, il y a ce qu'on appelle les facteurs de production. Les facteurs de production, ce sont les éléments qui entrent en ligne de compte pour pouvoir fabriquer ces biens ou ce service-là. Et parmi ces facteurs-là, on peut parler de l'espace déjà. On ne peut pas avoir quelque chose qui a été fabriqué hors de l'espace. Nous sommes tous issus, nous sommes tous gérés dans l'espace. Et donc, le premier facteur de production, c'est l'espace. Un terrain, un espace. Aujourd'hui, on parle même des espaces virtuels. Ça peut être la plateforme numérique, ça peut être l'Internet. Mais en tout cas, c'est un espace. Il faut avoir un espace. Le deuxième facteur, on parle ici des capitaux. Donc, en tant que financier, moi, j'aime bien manipuler les chiffres. Donc, on parle des capitaux, on parle de l'argent. Pour produire quelque chose, il faut de l'argent. En troisième lieu, on parle du travail. Et le travail, ici, on ne parle pas d'emploi, on parle du travail. Le travail, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle la ressource humaine. Un être humain, on l'appelle travail. Bah oui, on l'appelle travail. Ça veut dire, toi qui vas suivre cette émission, tu n'as pas un travail, tu es un travail. Dans le processus de production des biens et des services, tu ne cherches pas du travail, tu es le travail. Tu es la pièce maîtresse pour fabriquer ces biens ou ce service-là. Manipuler les capitaux dans un espace donné pour pouvoir fabriquer un bien ou un service. Tu es le travail. Et alors le travail, on ne cherche pas le travail. On découvre son travail en lui-même. Le travail, c'est ces côtés-là des choses que l'on peut faire sans être payé. La passion. C'est comme ça qu'on parle dans le monde de la passion. Les désirs. Le travail ne s'apprend pas à l'école. Encore heureux pour ces enfants-là qui, dès leur bas âge, leurs parents ont détecté le signal de ce qu'ils sont et ils les ont orientés dans leur milieu. Ça veut dire que c'est un avantage incroyable lorsqu'on détecte que votre travail, c'est par exemple le sport.
Et dès le bas âge, on vous oriente dans les filières sportives, vous deviendrez certainement meilleur. C'est lui qui est né pour faire de l'économie, faire le business, et si on l'oriente dans ce milieu-là, eh bien, il peut être excellent. D'office, l'école ne nous apprend pas le travail. À l'école, nous allons découvrir qui nous sommes. Et généralement, plus de 90% de gens qui vont à l'école, de nous qui allons à l'école, nous n'apprenons pas notre travail. Nous apprenons à être employés quelque part. C'est ça, malheureusement. C'est pour ça que les gens, ils vont à l'école, ils n'aiment pas l'école. Les enfants, ils n'aiment pas l'école. Ils sèchent l'école, les cours. Ils traînent les pas. Quand vous amenez un enfant dans quelque chose qu'il déteste à mort, c'est un indice que c'est pas fait pour lui. Mais quand vous amenez un enfant dans quelque chose qui les passionne, il faut vous dire que ça là, c'est ça qui est lui. Et quand on découvre son travail, on est épanoui. On est content. On peut le faire même sans rémunération. Même sans rémunération. Et c'est ça qui rend plus riche. Parce que quand tu fais quelque chose qui te passionne, tu ne t'attends pas directement à voir le retour sur l'investissement tout de suite. Tu peux patienter même des années. Ceux qui ont fait des grandes créations, notamment des grandes sociétés, ils ont été patients jusqu'à voir à consommer les vrais fruits. Ils n'ont pas été des investisseurs, ils ont été des vrais entrepreneurs. Parce que c'était en eux. Comme Zuckerberg, c'était en lui, la passion là de pouvoir manipuler les codes et tout ça, monter des trucs, les réseaux sociaux. Il savait même pas comment il allait rentabiliser ça. Il savait pas avec son équipe comment il allait rentabiliser ça, comment il allait vendre ça. Et d'ailleurs, dans les documentaires ou bien dans l'histoire de la création de Facebook, c'est qu'il créait pas ça pour vendre. Pour lui, dans sa tête, c'était genre faire mettre un truc à l'intérêt des étudiants pour pouvoir communiquer entre eux et tout. Même Bill Gates, c'était pareil avec le Microsoft. À la base, c'était pas pour commercialiser, mais c'était pour résoudre un besoin dans la société. Mais voilà, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a des gens qui ont telle difficulté, ça c'est compliqué et tout. Ce n'est que plus tard, lorsque la demande a explosé, qu'ils se sont dit, tiens, je peux gagner de l'argent. Des investisseurs sont venus avec de l'argent, on met de l'argent, on fait ci, on fait ça. Et donc, eux-mêmes, ils ont été surpris par le succès. Quand on découvre son travail, on les fait avec aisance. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, moi je ne vais pas être très brutal, je ne vais pas être très extrémiste, qui sont d'ailleurs contre l'école classique. L'école peut nous bouffer du temps pour rien. L'école peut prendre quelqu'un à l'université pendant 5, 6, 7 ans pour lui apprendre à être un employé, à faire ce qu'il n'est pas appelé à faire. Ça te fatigue et en fin de compte, tu finis tes études, tu vas chercher un emploi où tu te fais payer 2 000 € par mois et ça, c'est une prison. Tu fais ce que tu n'aimes pas, tu détestes l'emploi que tu fais, tu détestes ton patron, tu détestes tes collègues, tu détestes les transports, tu détestes les climats, tu détestes tout. Et ta joie, c'est seulement peut-être les quelques parenthèses, les petites parenthèses en été, on part en bord de mer ou faire du safari en Afrique et tout machin. Et quand tu rentres au travail, là, tu es plus content. Ça, c'est l'emploi. Et donc, le contraire ou bien l'opposé, je ne sais pas si je vais l'appeler l'opposé, mais en tout cas, à côté du travail, il y a ce qu'on appelle l'emploi. L'emploi, c'est ce pourquoi tu es payé. Tu travailles dans une entreprise, quelque part, tu te fais payer. Tu fais généralement quelque chose qui n'est pas en toi, quelque chose qu'on t'a appris à l'école, quelque chose qu'on t'a forcé de maîtriser, de mémoriser. C'est pour ça que beaucoup d'étudiants ou beaucoup d'élèves, lors du blocus, ils détestent. Ils veulent pas relire leurs notes, ils râlent, ils sont pas motivés, ils sont pas ci, ils sont pas ça. Ça aussi, c'est un signe, c'est parmi les, je dis pas que c'est toujours ça, mais je vous dis que c'est l'un des signes qui montre que voilà, ce que vous faites là, c'est pas vraiment en vous. Quand vous faites quelque chose qui vous passionne, vous avez envie de le faire, regardez ceux qui font la peinture. Ils ont l'amour de le faire. Quelqu'un peut rester devant un tableau pendant des heures. Il oublie même qu'il doit aller manger juste parce qu'il aime ce qu'il fait. Quand vous regardez les sportifs, ils sont dans leur élément. Ils aiment faire ça. Ils s'entraînent tout le temps. Ils sont contents de faire ça. Mais quand vous allez regarder les employés, ils sont toujours en dépression. Ils n'aiment pas, ils râlent tout le temps, ils s'entendent pas avec leurs collègues, et s'ils s'entendent avec leurs collègues, c'est encore limite, et tout le temps ils sont malades, ils vont chercher des certificats pour prendre 2, 3, 4 jours de congé, et donc ça vous montre que vous êtes employé. Et quand vous êtes employé, vous ne pouvez pas vous déployer. Quand on est employé, on ne se déploie pas. On te bouffe ton temps, on te pousse de travailler jusqu'à, je sais pas moi, 65 ans d'âge, t'as pas le temps pour toi, t'as pas le temps pour ta famille, tu fais ce que tu n'aimes pas, tout ce qui te donne, tout ce que tu fais là te donne, c'est juste une petite rémunération qui te permet de payer des factures et tout. Ça te bloque. Celui qui est employé est enfermé comme dans une boîte. Si tu es employé, et ce que tu fais, tu ne l'aimes pas, tout ce que tu aimes, c'est le petit salaire que tu tires de ce travail-là. C'est que tu es employé, tu ne peux pas te déployer.
Le travail va te déployer, l'emploi va t'enfermer. C'est ça en fait. Et donc le salariat, qui est justement ici la petite motivation qui te permet de continuer dans cet emploi-là, en dehors de ça, tu détestes tout. Quand tu fais un emploi, ça veut dire que tu travailles pour ton boss. Tu rends ton boss riche et toi, tu vas rester pauvre. Même si tu arrives à construire un empire avec ton patron, il t'aime vraiment de tout son cœur. Il te le montre même tout le mois et tout, en te donnant le salaire avec un grand sourire et tout. Mais quand tu vas quitter cette société-là, tu ne prendras même pas un seul bureau de ce grand bâtiment. Même pas un seul bureau. Même quand tu mourras, tes enfants ne viendront jamais réclamer un seul bureau de ce bâtiment-là. Tu sortiras le bureau de ce bureau-là avec un petit carton où tu as mis ton stylo, tes photos, voilà, tes petits trucs perso et tu t'en vas parce que tu auras construit un empire pour quelqu'un d'autre. Ça ne te permet pas de pouvoir constituer un véritable patrimoine ou des richesses que tu pourras léguer même à tes enfants. C'est ça le problème avec le CDI, c'est ça le problème avec le salariat. Alors que l'entrepreneuriat te permet justement de pouvoir te lancer et constituer un patrimoine pour toi et pour tes enfants. Pourquoi on n'entreprend pas? On n'entreprend pas parce qu'on a peur. C'est juste parce qu'on a peur. C'est pas parce que c'est interdit aux diasporas africaines d'entreprendre. Non, c'est pas interdit. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Aucune loi ne l'interdit. Mais c'est parce qu'on a peur. On se voit toujours petit. On pense que c'est pas fait pour nous. Mais c'est ça le problème. On a peur. On a peur de quoi? Il y a plusieurs types de peur. Il y a plusieurs types de peur. La première ici, c'est la peur d'échouer. Tu regardes autour de toi, dans la communauté où tu évolues, tu dis, qui a déjà créé une société, ça a fonctionné? Eh bien, il n'y a personne. Eh bien, alors, comment moi je serais une exception? Et ça fait que beaucoup, nous restons toujours en train de perpétuer, comment je vais appeler ça? À perpétuer un chemin que ceux qui sont venus ici avant nous ont laissé. Mais regardez par exemple ceux qui sont de l'Amérique et de l'Afrique du Nord, les Maghrébins. Quand on prend par exemple les gens comme les Tunisiens, les Marocains, les Égyptiens et tout ça, les Turcs et tout. Vous allez voir qu'en Europe, ce sont des gens qui détiennent beaucoup de magasins. L'économie européenne ici repose un petit peu sur eux. Ils ont des magasins, ils peuvent engager comme ils veulent et tout. Mais regardez les communautés africaines. Regardez par vous-même les communautés africaines, même la migration. Pour les Africains, c'est très compliqué parce que les Africains n'ont pas de société pour engager les leurs. Ils n'en ont pas. Pourquoi ne pas déconstruire cette façon de voir les choses? Pourquoi ne pas prendre des résolutions de se dire, maintenant je me lève pour pouvoir créer quelque chose qui pourra bénéficier aux générations futures? Aujourd'hui, si un Chinois quitte la Chine, il arrive en Europe, il sait qu'il va aller demander de l'emploi dans une société chinoise qui va l'employer, lui donner un CDI et le stabiliser. Une migration responsable. En Europe, on ne nous interdit pas peut-être de venir en Europe, mais de quelle façon? Ça veut dire que les autres communautés, les autres peuples ont des meilleurs moyens de s'intégrer dans la société européenne, mais les communautés africaines, malheureusement, parce que nous avons dans la tête, je trouve mon document, machin, je signe un CDI quelque part, basta, j'ai fait ma vie là-bas. Du moment où j'ai mes 2000 € chaque fin du mois, ça me permet de pouvoir payer mes factures et tout ça, payer ma voiture, prendre ma voiture à crédit, prendre ma télé à crédit, prendre ceci à crédit. Et en été, j'ai fait un tour dans mon pays en Afrique. J'arrive là-bas, je suis bien habillé, bien climatisé, bien ceci, bien parfumé. Et ce schéma-là, c'est un schéma de la médiocrité, malheureusement. Médiocrité, ça veut dire qu'on s'est suffi de trop peu. On s'est suffi de trop peu. L'envie de faire des grandes choses est trop petite et c'est dommage. La peur d'échouer, c'est quand on regarde autour de soi, on se dit, mais qui a déjà osé et a réussi? S'il n'y a personne, eh bien moi, alors comment je serais une exception? C'est bien dommage. L'autre peur ici, c'est la peur du regard des autres. En tout cas, les communautés africaines, nous avons été bâtis sur cette notion de quoi? Je fais en fonction de ce que les autres disent de moi. Ah ouais, qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? D'ailleurs, on reçoit tous les jours des conseils comme quoi, eh bien voilà, écoute, tu fais les études, tu fais ci, cherche une formation d'intégration et tout. C'est pas mauvais de chercher un métier quelque part qui te permet de trouver du travail et tout. C'est pas mauvais, mais il faudrait pas que ces chemins-là, faudrait pas que cette petite parenthèse de ta vie puisse te définir. Il y a des gens qui sont allés dans un métier dit d'intégration, ils y sont restés. 20, 30 ans, ils sont toujours dans ce métier-là. C'est ça le piège en fait. C'est pas une insulte de pouvoir aller faire un métier d'intégration, être chauffeur, être ceci dans les petits services et tout. C'est pas mauvais.
Mais ce qui devient dangereux ici, c'est quand tu restes là, tu prends le goût dans ce métier-là, tu fais quelque chose pour laquelle tu n'as ni étudié, ni toi, ce n'est pas en toi, tu le fais juste parce que tu sais que c'est ça qui va te donner un peu l'intégration, machin, et ça bloque nos communautés. Ça crée des forteresses qu'on ne peut pas passer outre. Il est donc possible de passer outre cela. Qu'est-ce que les autres vont dire de toi, tu t'en fous? Tu trouves tout le monde qui n'ose pas faire ça, mais quand toi tu le fais, certainement ils vont se lever pour dire ah ouais, tu te prends pour qui, tu fais ça, est-ce que ça jamais réussi, machin. Ça peut être très décevant, ça peut être très frustrant, ça peut être très maladroit, ça peut être très choquant, mais je t'encourage de continuer. Parce qu'à côté de toute cette masse des Africains, il y a quand même quelques-uns qui arrivent à faire l'exception. Moi j'en connais quelques-uns moi, sur le sol européen, qui ont réussi à monter des projets et des projets à succès. J'en connais quelques-uns. Et donc, c'est possible. Il ne faut pas rester là pour... voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle la peur, qu'on appelle les syndromes du perfectionnisme. Les gens, ils veulent commencer quand tout est parfait, quand toutes les conditions sont réunies. Mais c'est encore là un autre mensonge. On ne peut pas commencer parce que tout est réuni, toutes les conditions sont réunies. Commence avec ça. Forme-toi. D'abord, ici, dans l'entrepreneuriat ou dans les investissements, la première étape, c'est la formation. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont attirés par l'argent. Je vois beaucoup d'Africains, je suis vraiment désolé de le dire, beaucoup d'Africains qui ont les affaires dans le sang, eux, ils se lèvent directement, ils commencent à investir, ils commencent à acheter, ils se renseignent, qu'est-ce que je peux acheter là-bas, et tout. La partie des formations est très négligée. Et du coup, quand on commence comme ça, dès qu'on rencontre les obstacles, les difficultés, parce qu'on n'est pas suffisamment équipé, eh bien, on laisse tomber. On est découragé, on envoie l'argent en Afrique, et puis il y a un oncle qui prend cet argent-là, il l'utilise, il fouille avec et tout ça, et puis après on est découragé, on laisse tomber et tout. Dans la formation, c'est là où on t'apprend que l'échec est tout à fait normal. L'échec fait partie du processus de la réussite. C'est pourquoi nous tous qui avons peut-être peur de commencer parce qu'il y a la peur d'échec, j'envoie l'argent en Afrique, on me vole et tout ça, j'ai pas des bons partenaires, mais ça fait partie du processus de la réussite. Toutes les grandes sociétés du monde sont passées par là. Tu ne feras pas l'exception. Des gens qui te disent, non, moi j'ai essayé de commencer, mais j'ai pas continué parce que j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Mais on finit par perdre. L'échec est l'un des meilleurs pédagogues, formateurs dans le cheminement de la réussite. Si tu n'as jamais connu l'échec, tu n'as jamais été mieux enseigné. Le succès est au bout de plusieurs échecs. Et puis tu vas réussir. La formation va te préparer en te disant que c'est quand tu échoueras, c'est normal. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Mais maintenant, quand tu te lances, tu as dans ta tête, tu fais un projet, clac, tu réussis là. Il y a des gens que j'ai vus qui calculent leur cash flow sur le mois. J'ai dit, mais ça, c'est pas des projets d'avenir. On est vraiment dans le cycle extrêmement court. On commence à investir aujourd'hui, déjà le mois prochain, on veut déjà voir les bénéfices. Ça, c'est un manque de formation. Le bénéfice est calculé sur un an. Mais vous avez des gens qui calculent leurs bénéfices sur un mois. Ah, le mois tel, j'ai eu tel bénéfice. Mais ces calculs que vous faites là-bas, déjà, c'est erroné. C'est par manque de formation que vous pensez qu'on peut calculer les bénéfices par mois. C'est des projets qu'on peut appeler même des projets opportunistes. Un vrai projet d'avenir, mais les résultats, on les calcule sur un an. Et la rentabilité, on la calcule sur plusieurs années. C'est après plusieurs années qu'on peut dire que le projet est rentable ou pas. La rentabilité, on ne la calcule pas sur un an. Mais tout ça, quand on n'est pas formé, on pense que le cash flow, j'ai vu des gens qui parlent de cash flow sur un mois. Ah, ce mois-là, j'ai eu un cash flow de ceci, mais on ne sait même pas c'est quoi le cash flow. On ne sait même pas c'est quoi le bénéfice. Oh, j'ai fait ci, tout ça, le mois-là, j'ai eu mon bénéfice. La formation, quand vous lisez sur l'entrepreneuriat, vous lisez sur le monde des affaires, vous lisez, vous vous documentez, ça veut dire que votre âme est suffisamment nourrie de ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Des erreurs à éviter et des échecs à supporter. Ça veut dire que quand vous tombez dans un échec, c'est un processus normal vers la réussite. C'est ça en fait. Commencez avec ce que vous avez. Commençons avec ce que nous avons. Tous ici, nous essayons de relever ce défi-là, de commencer avec ce que nous avons. L'échec ne doit pas nous faire peur. L'échec ne doit pas nous faire peur parce que l'échec fait partie du processus de la réussite. Tous ceux qui ont réussi aujourd'hui, tous ces gens à grand succès, ils sont tous passés par là, tous sans exception. Sans exception, tous sont passés par là. Certains ont failli abandonner, d'autres ont même abandonné. Quelques temps après, ils sont revenus. Ça veut dire que toi qui écoutes ça, si tu avais abandonné un projet parce que tu avais vu qu'il y avait un échec et tout ça, tu peux revenir encore sur ce projet-là. Il y a des projets qui ont été mis en place au bout de 10 ans. C'est alors que ces projets ont commencé à donner quand même des promesses, des réussites.
Faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. L'échec, on est ensemble. L'échec fait partie du processus de la réussite. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. On se fait narquer, on se relève. Toi, quand tu fais des petits vols là, tu voles, tu rentres dans le train, tu ne payes pas. Ou tu vas chez Colorado, dans un supermarché, tu prends des trucs sans payer. Tu as déjà vu ces sociétés fermées? Ou tu es rentré dans le bus, tu n'as pas payé. Et puis on te transporte jusqu'à un endroit et tout ça. Tu as vu cette entreprise là fermée? Hein? Toi, quand tu vas voler quelque part là et tout ça, est-ce que tu vois ces sociétés là fermées? Pourquoi on t'a arnaqué juste de l'argent, tu fermes? Mais non! La grandeur, c'est quand on a perdu, on s'est fait voler, on s'est fait arnaquer, on développe des stratégies, on monte encore d'un cran, on a perdu, on développe des stratégies, on va encore dans une autre dimension. On n'arrête pas parce qu'on a perdu. On ne va pas arrêter. Toi, si tu as arrêté, reprends ces projets-là, reprends-le. Faut pas dire que non, c'est seulement les autres qui vont réussir, mais toi aussi tu vas réussir. Toi aussi tu dois réussir. Au sommet, il n'y a pas la couleur de la peau. Au sommet, il n'y a pas un genre. Il n'y a pas un genre prédestiné pour aller au sommet. Au sommet, il y a toutes les races. Au sommet, il y a tous les genres. Au sommet, il y a toutes les couleurs. Au sommet, il y a tous les âges. Il faut y aller. On y va. Même les Européens, eux-mêmes, pour mettre leur projet en place, ils souffrent. Ils font face aux échecs. Ils transportent des fardeaux. Et donc, nous, on va dire non, parce que c'est pas chez nous. Mais quand les Européens viennent en Afrique, ils ont toujours des projets à succès. Est-ce qu'ils sont chez eux là-bas? Bolloré, Total, Shell, qui sont en Afrique, ils ont du succès là-bas. Est-ce qu'ils sont chez eux? Pourquoi nous ici on doit dire que non, c'est pas chez nous? Parce que c'est pas chez nous, on peut pas réussir. Parce que c'est pas chez nous. Eux, quand ils viennent chez nous, avec leurs projets, ils viennent parfois avec des petits projets comme les Pakistanais, comme les Chinois, comme les Libanais. Ils arrivent là avec des petites alimentations, des petites boutiques et tout ça. Au bout d'un certain temps, ça devient des grands magasins. Des grands magasins. Et maintenant, quand nous venons chez eux, non, on ne peut pas réussir parce que c'est pas chez nous. Ça, ce sont des idées très réductrices. Et c'est dommage. Il faut aller à l'encontre de ça. Allons beaucoup plus loin. Devenons forts. Réussissons ici et ailleurs. C'est possible. Ouais, c'est possible. Il faut avoir ce mindset, ça. Il faut avoir ce mindset. Il faut avoir ce mindset. Si l'Européen a la capacité de réussir partout dans le monde, l'Africain a aussi la même capacité de réussir partout dans le monde. L'homme le plus riche du monde aujourd'hui, c'est un Sud-Africain. Oui, Elon Musk, c'est un Sud-Africain. C'est un Sud-Africain. Sud-Africain. Il a grandi en Afrique du Sud. C'est sur les continents africains qu'il a été élevé. Il est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Donc, il n'y a aucune limitation. Aucune limitation. On va y aller. On est ensemble. Allez. Je vous fixe rendez-vous dans nos prochaines éditions. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner, de liker cette vidéo, de partager à quelqu'un qui peut l'écouter et à se faire challenger, toujours dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et d'ici là, on se fixe rendez-vous dans nos prochaines éditions. Allez! Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.